14. Des pronostics que vous pouvez retrouver sur sudradio.fr. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 2019 a-t-elle été une bonne année pour la France ? Avant d'en parler avec nos invités, vous nous avez donné vos réponses sur les réseaux sociaux. Et c'est un avis pour le moins tranché qui se dégage, mon cher Arthur Delaborde. Oui, le non l'emporte très largement. Non à 94% sur Twitter et non à 93% sur Facebook, avec de nombreux commentaires pas tendres, en particulier pour le président de la République et le gouvernement, à l'image de Paysan47 qui nous dit depuis le début de ce quinquennat, c'est calamiteux, ce sont des efforts et des sacrifices pour les Français et une Macronie qui gaspille. Christophe, lui, surenchérit, 2019 n'est pas un bon cru dans tous les sens du terme. Plus optimiste pour la France, je sais pas, mais pour moi oui, mariage, bébé, travail, nous dit Oriande. Il faut dire, Arthur, que le climat social a été particulièrement chargé en cette année qui se termine 2019. Et rappelez-vous, il y a exactement un an, lors de ses vœux aux Français, Emmanuel Macron avait évoqué, sans citer directement les Gilets jaunes, un déchirement et une colère traversant le pays, promettant face à cela de l'écoute, du dialogue, de l'éthique et de la dignité. Alors cette promesse a-t-elle été tenue ? C'est à vous de juger, mais cette crise des Gilets jaunes a en tout cas été évidemment l'un des grands faits marquants de 2019, elle qui avait éclaté fin 2018. Je vous rappelle quelques éléments qui sont évidemment pas exhaustifs. On retiendra notamment le 15 mars et l'achèvement de la première phase du grand débat national, et dès le lendemain l'acte 18 des Gilets jaunes qui donne lieu à une recrudescence de violence avec le saccage, le pillage des Champs-Élysées. Grand débat national dont le calendrier a été totalement chamboulé le mois suivant par l'incendie de Notre-Dame de Paris, ce qui a poussé le chef de l'État à retarder de 10 jours l'annonce de ses réponses, avec à l'arrivée un mea culpa, mais un président qui ne change pas de cap. Il mettra tout de même 17 milliards d'euros sur la table, dont 5 milliards de baisse de l'impôt sur le revenu. Emmanuel Macron qui fin mai aura fait face au premier test électoral de son quinquennat, les européennes, et c'est le Rassemblement national qui arrive en tête avec 23% des voix, juste devant la liste La République en marche. Scrutin aussi marqué par la percée surprise des écologistes avec 13% des voix. On se souviendra également de la débâcle des Républicains lors de ces élections européennes qui a poussé en juin Laurent Wauquiez à annoncer la surprise générale, le départ de la présidence du parti. Et parmi les réformes chocs de l'année 2019, celle de l'assurance chômage. Conditions d'accès durcies, dégressivité pour les cadres ou encore bonus-malus sur les contrats courts. S'agissant des événements politiques marquants, on peut citer la démission de François de Rugy, l'ancien ministre de la Transition écologique, contraint au départ après les révélations de Mediapart sur son train de vie fastueux. Autre démission plus récemment, celle de Jean-Paul Delevoye qui quitte son poste de haut-commissaire aux retraites après une série de révélations sur ses activités et mandats non déclarés. Vous le savez, il a été remplacé le 18 décembre dernier par le député Laurent Pietraszewski. Une semaine avant, le Premier ministre Édouard Philippe avait dévoilé le contenu de son projet de réforme, passage au système de retraite par points qui braque tous les syndicats contre lui, y compris les syndicats réformistes comme la CFDT. La négociation, elle, se poursuivra en 2020. Prochaine réunion le 9 janvier. En attendant, c'est le 27e jour de grève aujourd'hui, avec toujours des perturbations dans les transports. Et pour en débattre, nous avons avec nous Jérôme Sainte-Marie, fondateur de la société d'études Pollingvox et auteur du livre Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme, publié au CERF. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, Rémi Jérôme. Bourguignon, professeur à l'université Paris-Créteil, spécialiste du syndicalisme et du dialogue social. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Léonidas Kalogéropoulos, vice-président du mouvement patronal éthique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour sur à Sud tous. Radio. Jérôme Sainte-Marie, l'année 2019, on l'a entendu, on en a parlé avec Arthur Delaborde, avait commencé le 15 janvier avec le fameux grand débat organisé par Emmanuel Macron qui allait se terminer pile 2 mois plus tard, le 15 mars. Est-ce que ce grand débat, a apporté quelque chose, et si oui, quoi ? Alors, je crains que le grand débat n'ait été une opération de communication assez réussie d'ailleurs, puisque le président de la République, qui est très affaibli début janvier 2019, en mars, a remonté dans les sondages. C'est aussi bête que cela. C'est-à-dire qu'on passe d'un quart de soutien à environ un tiers. On y est actuellement. Et là, on a une opération qui est très intéressante parce qu'elle montre aux sympathisants de la République en marche, aux électeurs d'Emmanuel Macron, que le chef est de retour. Le chef avait paru très affaibli lors de l'allocution du 10 décembre 2018, à la fin des Gilets jaunes. Là, il reparle aux Français, mais en fait, il reparle surtout aux Français qu'il apprécie. Et quand on regarde les études sociologiques sur la fréquentation du grand débat,
on voit bien que c'est une France plus âgée, plus riche et en tout cas très différente de celle qui s'est mobilisée sur les ronds-points. Rémi Bourguignon, ça a apporté quelque chose le grand débat ? Le grand débat, alors évidemment, on voit bien la stratégie politique qu'il y a derrière et les bénéfices d'ailleurs qu'a pu en tirer directement Emmanuel Macron ou le gouvernement. Mais à travers ce grand débat, c'est quand même des changements structurels qui se mettent en place parce que le coup a été refait un peu plus tard avec les retraites, ce qu'on a appelé la Convention citoyenne sur la réforme des retraites. Et ce que ça nous dit, c'est une des tendances fortes peut-être qui aura marqué cette année 2019, qui est le fait que le gouvernement ne cherche pas à convaincre ni ses opposants politiques, ni les corps intermédiaires, qui sont d'habitude des partenaires pour la réforme, mais il s'agit de discuter directement avec les Français. On l'a vu d'ailleurs avec d'autres petits signaux. Je pense à ces outils de simulation qu'a proposé le gouvernement pour que chacun puisse voir l'effet de la réforme des retraites sur sa situation. En fait, toutes ces pratiques, toutes ces tactiques politiques visent à créer un lien direct entre le président de la République ou le gouvernement et les Français en se passant des médiations classiques, qu'elles soient syndicales ou politiques. Et donc c'est plutôt ça qui m'interpelle cette année, c'est à mon avis une des tendances fortes. Et pour vous, Léonidas Kalogeropoulos, vice-président du mouvement patronal éthique, est-ce que le grand débat a apporté quelque chose ? Et j'ai le sentiment que ce grand débat a été une sorte de catharsis pour sortir d'une crise de nerfs collective à laquelle on assistait, un chaos dans la rue. Et finalement, on a mis en scène sur tous les écrans de télévision et les radios le fait qu'il y avait effectivement une sorte de séquence de démocratie directe où tout pouvait se dire et où la parole allait être libérée. Ce que je trouve assez fascinant néanmoins après ce grand débat, c'est à quel point on découvre semaine après semaine le nombre de sujets qui émergent, qui étaient en principe traités, ne serait-ce que dans les retraites. On a passé 2 ans à analyser ce dossier et à le disséquer dans les moindres détails, et on découvre au fur et à mesure que le débat avance qu'il y a des problèmes de pénibilité jusqu'à la retraite, qu'on essaie de faire partir les gens plus tôt parce qu'ils font des travaux qui sont à l'évidence des travaux qui ne sont pas compatible avec le fait de vieillir et qu'il n'y a pas de transition dans la durée. Donc des sujets qui devraient être vraiment analysés, que l'on découvre et qui montrent donc que ces grands débats, ces grandes séquences de libération de la parole ne servent pas vraiment à grand-chose, si ce n'est à mettre un terme à un chaos dans la rue. Donc finalement, ça fait baisser la tension, mais je pense qu'on est encore à la recherche d'une meilleure manière de débattre et de régler nos problèmes collectivement, parce que on a encore des outils du XXe siècle alors qu'on a des problèmes du XXIe, et les outils du XXe siècle, eh bien, c'est un syndicalisme qui ne marche pas, qui est dans la rue à manifester comme on le faisait il y a maintenant des décennies, pour essayer de résoudre des problèmes qui sont des problèmes nouveaux, des modes de travail qui changent, un équilibre social qui est en pleine évolution, et des gens qui viennent faire du bruit pour essayer de s'accrocher à un monde ancien qui est à l'évidence en train de craquer devant nous de tout part. Donc ces grands débats, ces grandes séquences me semblent être un peu une mise en scène sans vraiment résoudre des problèmes de fond. Justement, Jérôme Sainte-Marie, le 25 avril, le chef de l'État défend lors d'une conférence de presse, c'était sa première du quinquennat après 2 ans de pouvoir, ses réponses au grand débat. Il annonce 17 milliards d'euros d'aide, dont sec de baisse d'impôts sur le revenu. Est-ce que continuer la même politique malgré une impopularité certaine et des résultats qui peinent à arriver est une erreur politique ? De son point de vue, non. C'est-à-dire qu'effectivement, le président de la République suit sa piste, suit sa feuille de route depuis l'élection, qui sert les intérêts, et en tout cas les demandes de son électorat de premier tour, 24%, et il suit une politique libérale. Vous l'avez dit, on réduit l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas une bonne nouvelle en réalité. L'impôt sur le revenu, c'est l'impôt le moins inégalitaire, on va dire, parce qu'il est progressif. Mais c'est celui qui est payé par le moins de monde aussi, pratiquement. Parce qu'il n'y a plus que 43% des foyers fiscaux qui le payent. Absolument, je suis bien placé pour le savoir. Et donc, vous avez effectivement les 43% de foyers les plus aisés qui le payent. Ce qui est plutôt bon signe. Ça signifie encore une fois que c'est progressif. Ça signifie qu'il est l'impôt sur le revenu, c'est une grande conquête du début du XXe siècle. Du tout début, c'est fait par des radicaux socialistes, et c'est enfin du progrès social. Il a été créé en juin 1914 pour subventionner l'effort de guerre dont on savait qu'elle allait venir.
Absolument. C'est la vraie raison. L'impôt sur le revenu, à la différence des taxes sur le carburant, par exemple, qui vont mettre le feu aux poudres pour le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018, l'impôt sur le revenu est un impôt progressif. Il faut le rappeler sans cesse, c'est l'impôt le moins injuste, précisément, parce qu'il correspond. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit payé uniquement par les revenus les plus élevés est plutôt bon signe en termes de justice sociale. Cet impôt sur le revenu voit sa part qui était déjà réduit dans la fiscalité française, diminuer encore au profit de taxes qui, je le rappelle, sont payées de manière indifférente aux revenus de ceux qui sont taxés. Donc, effectivement, on va vers un modèle libéral, le modèle de la flat tax cher à Margaret Thatcher, c'est-à-dire que, grosso modo, notre modèle fiscal n'est plus du tout ne correspond plus du tout aux revenus de ceux qui les payent. Et donc, c'est un modèle, encore une fois, libéral, c'est un modèle qui est injuste socialement, mais qui, bien sûr, correspond aux intérêts de ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, de ceux qui soutiennent Emmanuel Macron. Je rappelle éternellement cette vérité stable, c'est-à-dire que plus vous avez de l'argent, et plus vous votez pour Emmanuel Macron, pour la liste Loiseau, et plus vous soutenez également le gouvernement dans les sondages. C'est vraiment la seule corrélation absolument stable dans les sondages, le revenu, l'argent. Sud Radio. L'enquête de la matinée. Retour de l'enquête, nouvel an 2019 a-t-elle été une bonne année pour la France? Et les planètes sont alignées tant sur Twitter que sur Facebook, puisque dans les deux cas, vous êtes 94% à répondre non. Justement, Rémi Bourguignon, professeur à l'université Paris-Est Créteil, spécialiste du syndicalisme et du dialogue social, est-ce que finalement, c'est une bonne chose de continuer la même politique malgré une impopularité certaine et des résultats qui peinent quand même à arriver? Alors, Jérôme Sainte-Marie le disait tout à l'heure, on mène une politique a priori pour une base électorale. Donc, s'il y a un raisonnement purement tactique, eh bien, l'affaire d'Emmanuel Macron, c'est de savoir s'il répond bien aux attentes de sa base. Mais si on élargit un petit peu le débat, et vous faisiez référence aux mesures qui avaient été annoncé par Emmanuel Macron suite à cette fameuse crise des Gilets jaunes. Et on voit bien que ça, c'est des modes de fonctionnement qui ne sont pas tenables sur le long terme, puisque vous avez annoncé le chiffre de 14 milliards d'euros qui a été livré. 17, pardon, et qui ont des conséquences qui ne sont pas toujours faciles à prévoir et pas visibles des Français eux-mêmes. Et là, je fais le lien avec la réforme des retraites, puisque aujourd'hui, si le gouvernement argumente en faveur de l'instauration d'un âge pivot, c'est-à-dire inciter les Français à travailler plus longtemps, c'est aussi en reprenant comme argument le fait qu'un déficit est prévu à moyen terme. Or, le Conseil d'orientation des retraites a montré qu'une bonne part de ce déficit prévu est le fait de ces mesures qui ont été prises au moment des Gilets jaunes, avec des exonérations de charges sociales, évidemment, qui sont des recettes manquantes pour notre système de retraite. Donc c'est vrai qu'à court terme, on voit un gain en termes de pouvoir d'achat pour les Français, mais on ne mesure pas toujours les implications qu'il va y avoir, et ça amène derrière d'autres réformes en chaîne qui sont un peu compliquées, et ça pose un vrai problème de lisibilité, et surtout un problème pour ce gouvernement pour travailler avec des partenaires, puisque par exemple là, les organisations syndicales sont mises devant le fait accompli. Il a pris ses décisions et il leur demande maintenant d'en tirer les conséquences, ce qui n'est pas propice pour l'instauration d'un dialogue social ou d'une démocratie sociale digne de ce nom dans ce pays. Léonidas Calogéropoulos, vice-président d'Éthique. Non, je pense que globalement, si on prend un peu d'écart par rapport au vacarme auquel on assiste avec des manifestations, des blocages et toute la désorganisation qui s'ensuit dans notre pays, la photographie de notre pays n'est pas aussi pessimiste. On a des chiffres qui sont extraordinairement encourageants. Les 750 000 créations d'entreprises cette année qui sont un record absolu, et finalement, année après année, la France bat des records de création d'entreprises. C'est devenu le premier terreau de création d'entreprises en Europe. On a la situation de l'emploi qui s'améliore trimestre après trimestre. On a la situation de la bourse qui montre que nos entreprises se portent bien et que finalement il y a une les grandes entreprises pour la bourse, hein.
Oui, enfin, les grandes entreprises, il n'y a pas que les grandes entreprises en bourse. En tous les cas, globalement, la situation de notre économie qui pourrait, si on s'en tenait au vacarme de la rue, ne plus être probablement extrêmement pessimiste, la réalité, c'est que les voyants sont en train de passer pour un certain nombre d'entre eux au vert, pas tous. Le déficit continue à se creuser, mais il y a un dynamisme entrepreneurial dans notre pays qui montre que l'emploi est en train de changer, que le rapport au travail est en train de changer, et que il y a finalement quelques bastions attachés à un monde ancien où on passait 40 ans dans la même entreprise à vouloir être attaché à des droits qui étaient acquis, qui sont le fruit de luttes sociales et auxquels on va s'accrocher. Et il y a une espèce d'effet de contraste, me semble-t-il, qu'il faut avoir à l'esprit. Je crois qu'Emmanuel Macron accompagne cette transition, cette mutation de notre pays avec un point, me semble-t-il, qui peut nous inquiéter, c'est que nous sommes tous dans un même pays et nous pourrions avoir des tensions qui le traversent, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est nouveau, c'est qu'il y a quelques catégories de la société qui sont prêtes à aller jusqu'à la lutte, à bloquer le pays, à le prendre en otage, à l'action violente, et ça, me semble-t-il, c'est un élément nouveau parce que on a presque l'impression qu'au-delà de tensions qui le traversent, certains veulent même casser le pays pour défendre leur position. Je pense que c'est une mutation extrêmement dangereuse et de ce point de vue-là, les quelques séquences de grands débats qui permettent de faire baisser la tension sont, me semble-t-il, aussi un accompagnement un peu fin d'une situation sociale qui se tend, je trouve, très dangereusement. Pour le reste, je trouve qu'il y a des voyants très positifs. Alors, Jérôme Sainte-Marie, on va aller un peu plus loin dans l'année. Emmanuel Macron a convoqué le 22 mai dernier à l'Élysée la première réunion du Conseil de défense écologique. Le 12 juin, Édouard Philippe, dans sa déclaration de politique générale, place la suite du quinquennat sous le signe de l'accélération écologique et promet des résultats. Le 23 juillet, l'Assemblée vote la ratification du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le président est-il crédible pour parler écologie vu sa politique de libre-échange mondialisé qui est une catastrophe pour l'écologie ? C'est tout le problème. Alors, je voudrais quand même revenir C'est un le instant. en même temps. Oui, je voudrais revenir un instant comme ce que vient d'être dit, parce que les mots ont un sens. Moi, j'ai pris le train hier, j'ai pris du temps pour aller des Hautes-Alpes à Paris. J'ai pris du temps, j'ai pris plus de temps que j'en aurais pris à l'accoutumée. Je n'ai pas été prise en otage. Les mots ont un sens par rapport à ce que vient de dire monsieur Leonidas Kalogeropoulos. Oui, je pense que les mots ont un sens. On ne parle beaucoup de mal à venir travailler. Je pense que c'est un sentiment qu'ils ressentent très sincèrement. Non. Bien écoutez, il y a des les Français d'ailleurs, je crois que c'est vrai. En termes de vocabulaire, faut être raisonnable. Moi, j'habite à Paris, je subis le désagrément de la grève, mais je ne suis pas prise en otage. Encore une fois, il faut quand même respecter la langue. Et on a connu assez d'événements dramatiques liés au terrorisme pour ne pas céder désormais à cette inflation verbale. D'autant plus que je rappelle que les Français soutiennent majoritairement le mouvement de grève si vous considérez ceux qui sont concernés par la réforme des retraites, c'est-à-dire ceux qui sont encore actifs. Parce qu'il ne faut jamais oublier dans les sondages, nous avons, que je commente et que je produis, nous avons une part très importante de retraités qui, eux, soutiennent à 66% la réforme des retraites. Si vous prenez ceux qui sont concernés par la réforme des retraites, donc les actifs, les salariés notamment, ou les indépendants, eh bien, vous avez un soutien très majoritaire au mouvement de protestation, et donc les gens soutiennent et acceptent malgré les désagréments qu'ils subissent. Alors, je ne parlais pas des désagréments, mais je parle des actions violentes, et il y en a. Et on ne peut pas les nier, même si on peut trouver la grève tout à fait légitime. Et les actions violentes, notamment celles à l'égard de salariés de la RATP qui essayent de travailler sur les injures et les humiliations, ça fait partie des réalités de ces mouvements qui se durcissent de façon dangereuse. Le mouvement de grève, monsieur, vous le savez parfaitement. Regardez Billy Elliot, si vous voulez, c'est un excellent film, et vous verrez comment se passait la grève des mineurs en Grande-Bretagne. Effectivement, il y a toujours des tensions dans une grève qui dure entre les grévistes et les non-grévistes. D'autant plus que les non-grévistes auront, à la fin, si la grève aboutit et victorieuse, bénéficieront
des acquis de ceux qui ont fait grève. C'est le paradoxe du mouvement social. C'est vieux comme la grève. Vous regardez ou lisez, je ne sais pas moi, Émile Zola, vous verrez comment il parle de grève des mineurs. C'est exactement la même situation depuis. Je garde le souvenir du sacrilège de la destruction de la statue de la Marseillaise il y a un an. Je pense que l'on a atteint un degré de violence dans notre pays qui est une nouveauté regrettable. Et si vous ne le monsieur, vous ne parlez pas de la statue de l'Arc de Triomphe, vous parlez de la statue en plâtre de la boutique de l'Arc de Triomphe. C'est tout à fait différent. Donc commis à l'insu des Gilets jaunes qui étaient autour. Donc là aussi... Votre relativisme appartient à votre pensée. Je vous laisse la partager avec vous. Appartient à la vérité. Mon relativisme, monsieur, appartient à la vérité. C'est aussi simple que cela. Donc il faut être précis et ne pas être victime de communication politique. Vous êtes bien sur Sud Radio. On doit faire une pause. Il est 9h27. On se retrouve dans quelques instants pour continuer ce débat avec nos invités. Le Grand Matin Sud Radio. Conseil prévention GMF, spécial hiver. Pensez à adapter votre vitesse aux conditions météo et de la matinée. Et le débat continue. Vous êtes toujours 94% à penser que l'année 2019 n'a pas été une bonne année pour la France. Rémi Bourguignon, j'ai posé une question sur la politique du gouvernement qui met l'écologie au mois de mai, le 22 mai, dans un conseil de défense écologique. C'est quand même très fort. Le 12 juin, c'est une priorité en la déclaration de politique générale. Le 23 juillet, on signe le CETA avec le Canada. Est-ce qu'on est crédible pour parler d'écologie ? Je repose ma question donc, vu la politique de libre-échange mondialisé menée par le gouvernement. On voit bien la manière dont s'est posé ce débat cette année sur l'écologie. Il s'agit de réconcilier des paradoxes. Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué. Ça s'appelle le en même temps. Voilà, c'est le en même temps. Donc, Emmanuel Macron souhaite faire repartir l'économie et donc, il va privilégier aussi à court terme des solutions économiques qui reposent effectivement sur le libre-échange. La difficulté, c'est qu'il faudrait que ce en même temps ne soit pas deux éléments séparés, indépendants, mais il faudrait que dans les traités de libre-échange, on intègre aussi des critères environnementaux, de la même manière que dans le camp social. La question a été posée un peu dans les mêmes termes. Vous vous rappelez, une fois que Nicolas Hulot a quitté le gouvernement, c'est avec un certain nombre d'associations et de syndicats, et il s'était notamment affiché avec Laurent Berger, pour dire si la question écologique est séparée, indépendante de la question sociale, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et on peut dire la même chose de l'économie. Et donc, en fait, ce qu'on n'arrive pas à faire pour le moment, et donc ce gouvernement, c'est vrai, mais c'était le cas auparavant, c'est à intégrer totalement la question écologique, environnementale dans les questions économiques et sociales. On continue malgré tout à la penser comme quelque chose qui vient à côté, qui doit faire l'objet d'une politique indépendante. Et de ce point de vue-là, on voit que ça ne marche pas très bien parce que ça passe toujours au deuxième plan derrière les urgences qui peuvent être des urgences économiques ou des urgences sociales. Léonidas Kalogeropoulos, vice-président d'Éthique, c'est quand même pas paradoxal, sachant que le mouvement des Gilets jaunes avait commencé pour une hausse des taxes sur les carburants en disant aux gens que c'était la menace de la fin du monde, qu'on dit l'écologie est une priorité, après on fait un accord de libre-échange avec le Canada, je parle même pas encore de celui du Mercosur, qui va mettre des milliers de containers sur les océans et polluer beaucoup plus la planète que le smicard qui prend sa vieille voiture diesel pour aller bosser. Oui, la vérité quand même, c'est qu'on est devant une problématique d'une complexité rare. On a bien une taxe carbone qui nous a été proposée et qui est objectivement en macroéconomie une grande solution. Et en microéconomie, vous voyez que ce qui est supposé nous protéger de la fin du monde vulnérabilise les fins de mois de tous les salariés. Donc il y a un problème réel, il n'est pas juste un problème de maladresse. C'est objectivement extrêmement complexe. Et le fait d'arriver à trouver un modèle de croissance économique qui soit une croissance économique durable et écologiquement supportable, ça va nous demander quelques décennies, ça ne se fait pas par décret, et chaque fois que l'on prend une décision, on verra que ça sera nuisible soit du côté social, soit du côté économique, soit du côté écologique, et arriver à concilier ces trois paramètres-là, c'est un pilotage très fin qui va aller de manière un peu chaotique. Donc je ne pense pas qu'on puisse faire à ce gouvernement-ci le procès de ne pas y arriver
arriver du premier coup. C'est un effort collectif. De surcroît, le sauvetage de la planète ne repose pas uniquement sur les décisions de la France. On a vraiment un sujet très complexe. C'est un moment de mutation. Je pense que si on refait un peu la question qui est la vôtre de cette année 2019, c'est une année où toutes ces transitions sont devant nous dans leurs enjeux, mais elles ne s'articulent pas bien encore et ça va être, je pense, notre lot à tous pour les quelques années qui viennent, avec un effort continu pour rajouter des paramètres nouveaux dans la gouvernance. Ça va être compliqué et je crains qu'on ne soit pas tout à fait au bout ni des crises politiques ni des crises sociales. Direction le 0826 300 300, direction une région magnifique, Aix-en-Provence, d'où nous appelle Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Philippe, merci pour la remarque sur le beau pays d'Aix. Je salue Judith et surtout sa vivacité et puis je dis bonjour aux interlocuteurs de, on vous de votre écoute. plateau. Est-ce que pour vous 2019 ça se termine, il nous reste que quelques heures, a été une bonne année pour la France? Pour la bourse, oui. Hein. Ah oui, plus 26%, oui. Et pour la France en général, on va dire. Alors, je vais vous dire ce que je pense. Il y a quelque temps, lors d'un passage à votre micro, j'avais comparé le président Macron au footballeur Stéphane Dalbat, suivant la citation d'Arrigo Sacchi. Oui, alors là, ça nous rajeunit pas, Dalmat. Alors, il avait signé au Milan AC de mémoire et ça s'était pas très bien passé avec son entraîneur. Et il avait dit que Stéphane Dalbat a toutes les qualités, je résume, sauf qu'il sait pas jouer au football. Mais je me suis trompé. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit que lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Moi, mon regard s'est fixé sur l'index de Jupiter. En fait, Macron ne parle qu'à son électorat. Avec 25%, on contrôle toujours une société commerciale. Donc, moralité, le macronisme a de beaux jours devant lui, sauf cataclysme, commandé par le ciel. Ça, c'est mon premier point général. Alors, est-ce que l'année est bonne? Pour le macronisme, oui. Alors, excusez-moi, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais faire réagir nos invités. Merci. Et j'ai pas fini. Alors, très court, très court. Très court. On nous dit que le chômage a baissé. Mais en fait, il va repartir parce qu'avec 1,3% de croissance, malgré les CDD, c'est-à-dire l'aubaine, et le maquillage intensif des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire le contrat de louage de service, le chômage va repartir parce qu'avec 1,3, on ne peut pas tenir le taux de chômage, sauf bien sûr à casser le thermomètre et à filer la patate chaude aux chômeurs. Merci beaucoup Christophe d'Aix-en-Provence. Je vais vous faire réagir tous les trois de manière très courte. Jérôme Sainte-Marie, vous avez entendu notre ami Christophe d'Aix-en-Provence qui disait finalement Macron, il est tout seul. Très court, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir une nouvelle personnalité crédible et qui pourrait battre Emmanuel Macron dans 2 ans et demi, qui pourrait apparaître en 2020 ? Pour l'instant, on ne voit pas apparaître autre chose comme opposant au macronisme que le Rassemblement national et que Marine Le Pen. C'est l'objet même de mon livre Bloc contre Bloc. C'est à la fois la chance d'Emmanuel Macron, puisqu'il part du principe que jamais Marine Le Pen ne sera élue, mais c'est également un risque majeur qu'il fait courir à la société française. Rémi Bourguignon, pour le deuxième point soulevé par Christophe, le chômage, les chiffres du chômage, c'est vrai qu'on leur fait dire un peu ce qu'on veut quelque part. Tous les gouvernements ont maquillé les chiffres du chômage. Oui, de droite comme de gauche. Hein. Oui, les statistiques sont toujours extrêmement difficiles parce qu'on a des problèmes déjà de définition, de fiabilité. Puis après, il y a tous les débats sur l'interprétation qu'on fait de ces chiffres. Donc c'est toujours extrêmement compliqué. Mais ce qui était intéressant également dans cette intervention, c'était de parler de macronisme, parce qu'on est peut-être à un bon moment aussi pour se demander c'est quoi ce macronisme, à part une tactique politique qui parle à un électorat. Ça, c'est assez classique. Et je crois que ce qu'on a bien vu cette année, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est cette logique qui est celle du gouvernement, qui n'est pas que libérale, puisque Jérôme Sainte-Marie dit tout à l'heure c'est du libéralisme. C'est vrai que c'est un gouvernement libéral, mais c'est un gouvernement qui par ailleurs a beaucoup étatisé, et je pense à tous les régimes qui sont gérés paritairement par les organisations syndicales et patronales, vont être gérés par l'État. Donc c'est une politique un peu pragmatique qui combine étatisme et libéralisme dans une relation directe aux Français. Et c'est peut-être ça qui fait la spécificité. C'est ce que disait Jean-Claude Mailly tout à l'heure au micro de Sud Radio. En 15 secondes, Léonidas Kalogeropoulos, le chômage, c'est vrai qu'on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Aux chiffres, tous les gouvernements ont maquillé les chiffres du chômage.
Non, il ne s'agit pas de maquillage. Je suis vice-président d'un mouvement patronal. On voit le dynamisme de nos entreprises et la difficulté que l'on a à embaucher. Ça veut dire que l'on est dans une tension d'emploi dans notre pays. Non, je pense que globalement, les voyants économiques sont bons, qu'il y a un dynamisme nouveau dans notre pays, que les catégories d'analyse sociologique et statistique ne prennent pas encore en considération. C'est 750 000 nouveaux entrepreneurs par an. Je ne sais pas si vous imaginez les masses dont on est en train de parler. Pour les régimes spéciaux, on parle de 150 000 personnes qui sont concernées. Là, sur une année, c'est 750 000 nouveaux créateurs d'entreprises qui se rajoutent à ceux des années précédentes. C'est un mouvement, une lame de fond. Et sociologiquement et politiquement, je pense que ça sort des catégories traditionnelles et les caricatures un peu entre libéralisme et socialisme ne rendent absolument pas compte des mutations qui sont en train de traverser notre pays. Je pense que ce sont des mutations extrêmement prometteuses et vous me permettrez de terminer cette rencontre avec vous, avec une note très optimiste. C'est un optimisme non pas un peu béat, mais je pense qu'au-delà du bruit de façade de nos mouvements sociaux actuels, je crois que ce qui traverse en lame de fond notre pays est extrêmement prometteur et que nous allons en voir les fruits dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup Léonidas Kalogeropoulos, d'Eftic, Rémi Bourguignon, professeur à Paris-Est Créteil, Jérôme Sainte-Marie, fondateur de Polling Vox, verdict concordant sur Facebook et Twitter, 94% des votants pensent que 2019 n'a pas été une bonne année pour la France.